cette séance du conseil municipal en vous remerciant encore une fois de votre présence et en m'excusant de... C'est un petit peu de ma faute si le conseil municipal a eu lieu exceptionnellement le mardi et non pas le jeudi, puisque j'ai des impératifs. Jeudi, je serai à Lille. Je suis au conseil d'administration de l'école de commerce l'EDEC et je tiens toujours à assister à toutes les réunions du conseil d'administration, voilà, parce que c'est important quand je représente la métropole, Nice-Côte d'Azur. Voilà quelle est la raison pour laquelle nous avons avancé la date du conseil municipal de 2 jours. Je voudrais également, avant de procéder à l'appel, excuser mon adjoint Xavier Quinsac, qui me représente à la préfecture une réunion sur l'organisation des secours avec monsieur le préfet. Voilà, il n'est pas absent, malheureusement il ne peut pas être là, il représente, et excuser également Alain Macario qui devrait nous rejoindre au cours du conseil municipal, ce qui fait le tour des illuminations, enfin le tour des différentes voies pour vérifier les illuminations avec nos services et avec notre prestataire. Voilà, donc nous allons démarrer ce conseil municipal si vous en êtes d'accord, en demandant aux plus jeunes, et ils me demandent de rajouter, et aux plus sympas, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas sympas, hein. Le plus sympa des jeunes. Stéphane Revello, est-ce que vous en êtes d'accord? Il n'y a pas d'objection? Alors Stéphane, vas-y, tu procèdes à l'appel. Alors, Charles Sibetta. Oui, il est présent. Ah non, il a donné... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une procuration à Xavier. Ah, c'est nous. D'accord. Philippe Origeon. Présent. Jean Cavallaro. Présent. Patricia Franco. Présent. Michel Fioco donne procuration à Laurent Gérardo. Présent pour lui. Nathalie Damiano. Présente. Alain Macario qui devrait arriver. Esther Aimé. Oui. Xavier Quinsac qui donne procuration à Jean Cavallaro. Présent pour lui. Françoise Couturier. Présent. Philippe Josselin. Présent. Stéphane Revello. Présent. Marie Santoni. Présent. Eliane Gasto. Présent. Christine Martinez. Elle est absente, je crois. Laurent Gérardo. Présent. Jean-Louis Toche donne procuration à Françoise Couturier. Oui, pardon. Valérie Chevalier. Présent. Noura Gaden donne procuration à Charles Sibetta. Mehdi Mkindi donne procuration à Brahim Natidja. Présent pour lui. Colette Legrand. Présent. Brahim Natidja. Présent. Marie-Christine Lepagno donne procuration à Nathalie Damiano. Présente. Fabienne Boissin donne procuration à Paul Mitsner. Présent pour elle. Mitsner. Présent. Anna Duno. Alors, Anne m'a passé un coup de fil tout à l'heure en me demandant de bien vouloir l'excuser. Elle a un empêchement professionnel de dernière minute. Et voilà, donc je fais bien volontiers. Elle n'a pas de procuration à personne. Ok. Yannick Bernard. Présent. François-Xavier Noël. Présent. Élise d'Aragon donne procuration à François-Xavier Noël. Michel Toris. Présent. Audrey Bourgeois donne procuration à Michel Toris. Présent pour elle. Marc Lepers. Présent. Estelle Borne. Oui. Bien, le quorum est largement atteint. Je vous en remercie. Donc nous allons aborder ce conseil municipal qui est à la fois technique. Il y a un certain nombre de points qui concernent, vous avez pu le voir, les ressources humaines, mais aussi l'urbanisme et le foncier, également l'éducation. En même temps, il y a un point qui est très important, puisque c'est un point qui est présenté après plusieurs mois de travaux, à la fois de la part de nos services et de concertation avec le personnel. C'est le point qui concerne la mise en place du RIFSEP, c'est-à-dire du nouveau régime indemnitaire,
Et donc je voulais vous dire que j'étais très heureux, très satisfait de pouvoir vous le présenter, puisque c'est un travail de longue haleine, hein, avec bien sûr Philippe Norijon qui va le présenter, l'ensemble des services que je tenais à remercier, hein, en commençant par le directeur, mais également le directeur des ressources humaines qui est ici présent, et la directrice des affaires financières et administratives. Donc tout le personnel s'est investi, tous les directeurs sont investis, beaucoup de concertation et je dirais même de négociations avec les syndicats qui a permis d'aboutir à un consensus. Et je tenais là aussi à ce niveau à remercier l'ensemble du personnel et en particulier les représentants syndicaux qui ont fait preuve d'une grande maturité et d'un grand sens des responsabilités pour arriver à valider, on va dire, cet accord. C'est vrai que les deux, nous avons été à leur écoute et ils ont compris également les enjeux. Voilà. Donc je tenais à le préciser. Avant de démarrer également ce conseil municipal, je vous invite à l'inauguration de Casino. Donc là aussi, ça fait plus d'un an que ce magasin est fermé. Nous avons enfin un aboutissement. Hein, et donc il ouvrira le 6. Hein, je crois que l'inauguration c'est le 5. Hein, c'est le 5. Je ne sais pas si vous avez reçu une invitation ou pas. À 17h, je crois. 17h. Voilà. Donc vous êtes invités à cette ouverture que nous attendions avec beaucoup d'impatience, hein, qui est l'aboutissement à la fois de beaucoup de patience de la part de la population, bien sûr, de nous, mais aussi de détermination, parce qu'il a fallu vraiment intervenir au plus haut niveau, y compris auprès de la haute concurrence, pardon, de la haute concurrence pour pouvoir débloquer ce dossier. Et puis voilà, on va retrouver un très très beau magasin, en tout cas on l'espère, qui a fait l'objet d'un article dans le Carrosse Info, mais également dans Nice Matin, et je remercie la présence de Madame Alazia qui a fait un article sur ce magasin et qui montre bien qu'on est dans un nouveau concept. On nous avait dit qu'on était les premiers en France, Madame Alazia, et vous en dit qu'on était les deuxièmes. Je ne vais pas dire qu'on est déçus. Lorsqu'on les a rencontrés, on dit que vous êtes les premiers en France, mais on est les premiers après Paris. Voilà, avec ce nouveau concept de frais. Monsieur Norijon, c'est vous qui avez la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, le premier projet de délibération. Regardez d'abord le compte rendu. Ah oui, à vous Des observations sur. Le compte rendu, il n'y en a pas parce que le compte rendu de la séance du 21 septembre 2017, le compte rendu du rapport il est filmé et mis en ligne. Pas d'observation. Bien, merci. Alors, c'est à vous. Alors, premier projet de délibération concerne une garantie d'emprunt Habitat 06. Bon, c'est ce que l'on fait régulièrement dans ce type de situation. Ça concerne comme projet le parc Saint-Estelle, un carrosse. Donc c'est un prêt pour lequel on garantit une garantie à hauteur de 50% du prêt qui sera de 3 millions d'euros, prêt contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Donc a priori dans le programme, je vous parle sous le contrôle de Jean Cavallaro, il y a 34 logements sociaux dans ce programme Saint-Estelle. Voilà, c'est une opération classique à chaque projet de ce type-là. Si je peux. Oui, bien sûr. Alors il y aura 34 logements, comme vient de dire mon collègue, et il y aura 30 logements dans un bloc, et 4 logements ils seront en diffus dans d'autres blocs dans la copropriété. Voilà, ça c'est. Voilà. On va rencontrer très bientôt le bailleur, M. le maire, et de là on en saura un peu plus au niveau des contingents, à qui ça appartient, à la préfecture, 1%. Au total, 126, je crois. 126, il me semble. Bien. 167. Combien? À terme, ça sera 160. À terme, oui, la première tranche. Bien sûr, l'emprunt concerne uniquement les logements sociaux, la garantie d'emprunt. Y a-t-il des interventions?
Pas d'intervention, donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Sanction pour le Monsieur Doris, deux, vous êtes deux. Merci pour votre vote positif pour les autres collègues du conseil municipal. Toujours à toi, Philippe. Alors, le point 2, ça concerne le budget de la ville. Bon, ça c'est, j'allais dire, c'est exactement la même chose. Hein. Régulièrement, on réalise des engagements de dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2018. Donc le taux est toujours le même. Hein. La nécessité, c'est quoi? Ben, c'est évidemment d'engager, de pouvoir engager, de pouvoir liquider, de pouvoir mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget 2018. Donc les montants sont indiqués par chapitre hein, dans la délibération pour un montant total de 845 000 euros. Et ça représente en fait 25% des investissements de l'année précédente, c'est-à-dire de l'année 2017. Donc ça, c'est une opération qu'on réalise. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture au niveau des travaux et des investissements entre le 1er janvier et le vote du budget, qui se situe au mois de mars. Y a-t-il des questions? Oui. Monsieur le maire, au sujet du budget, on votera contre, on a toujours voté contre. Voilà, c'est pour vous expliquer notre vote. Je ne sais pas pourquoi vous voterez contre. Comment vous pouvez savoir que vous allez voter contre déjà, monsieur? Les exercices précédents, toutes les délibérations que vous avez proposées, on a toujours voté contre sur le budget. Donc là, pour être logique... Non, dites, on va voter contre et on a toujours voté contre. Moi, je peux vous dire que lorsque j'étais dans l'opposition, je n'ai pas toujours voté contre. C'est votre choix. Quelquefois, je me suis abstenu, quelquefois, j'ai voté pour. C'est votre choix. Et nous aussi. Donc c'est un vote idéologique, on va dire. Non, c'est Par principe, vous allez voter contre, même s'il est excellent. Ben, là, cette opération reflète votre... Non, c'est pour le budget 2018, ça. Oui. Oui, oui. C'est pour vous permettre de dépenser 25% de votre budget. Oui, mais quel que soit le budget, je veux dire, quel que soit le budget, c'est une pratique qui est constante, hein, quelle que soit quelle que soit l'équipe qui est aux commandes, on demande toujours de voter 25% du budget en investissement. C'est purement technique. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, on est vraiment sur une vraiment sur de la technique. purement technique. Elle n'est pas du tout ni budgétaire et encore moins politique. Le budget le sera. Ça, je peux vous dire qu'on a toujours voté pour quand on était dans l'opposition. C'est pour permettre la continuité des travaux. Sinon, après, c'est votre choix, hein, M. Bernard. Moi, je ne conteste pas, mais j'essaie juste de vous expliquer que voilà, quel est l'objet de cette délibération. C'est vraiment technique. Si jamais mais si vous êtes en droit de maintenir... On le maintient, on est contre les délibérations que vous avez proposées en rapport avec votre budget. D'accord. Voilà, bon, il n'y a aucun souci. C'est pour être conforme à ce que nous faisons depuis votre élection. Pas de souci. Bien, donc, y a-t-il d'autres interventions? Oui. Oui, donc pour moi et Audrey, ce sera une abstention. Abstention pourquoi? Parce qu'effectivement, on ne va pas vous empêcher de débloquer de l'argent pour pouvoir travailler, mais comme mes collègues de l'opposition, on est pour l'instant réfractaire à votre budget, mais on va effectivement l'analyser, celui de 2018. On ne préjuge pas de quelle sera notre position, donc on s'abstient. On vous laisse pour l'instant pouvoir débloquer votre politique et ensuite on discutera le moment venu dans le cadre du débat d'orientation budgétaire des choix que vous nous proposerez pour l'année prochaine. Bien entendu. Donc nous allons procéder au vote. Il n'y a pas d'autres interventions. Qui est contre? Donc les 5, c'est ça? Les 5 élus de votre groupe qui s'abstient. 2 abstentions. M. Doris et Mme Brandolin. Et les autres collègues, merci de votre confiance. Point numéro 3e projet de délibération concerne toujours les finances communales. Donc c'est une décision modificative numéro 2, donc il n'y en a que 2 dans l'exercice. Puis bon, les montants ici sont très faibles, on est juste sur des rectifications d'écriture. La décision modificative n'est pas une décision d'ampleur, encore moins une décision budgétaire ou politique. Là, pour le coup, elle est purement comptable et technique. Donc, si on regarde la partie fonctionnement, donc dépenses de fonctionnement, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de modification. Recettes de fonctionnement, vous voyez, 2 sommes, moins 123 000 euros et plus 123 000 euros. Là, ça concerne une réécriture, une subvention NCA liée aux incendies qui avait été affectée à un mauvais poste. Donc,
c'est simplement une correction comptable. Du point de vue des dépenses d'investissement, donc il y a un atout de 5 000 €, ça c'est pour l'acquisition d'IMIMO corporels, et ensuite on voit deux écritures, moins 70 000 et 70 000, qui sont liées à la PCP. La PCP, c'est l'autorisation de programme de crédit de paiement que l'on va détailler dans la délib suivante. Donc ça permet tout simplement, on le verra plus loin, de découper un programme, notamment la construction de l'école des plans de carrosse, sur une activité pluriannuelle, donc de façon à avoir une lisibilité beaucoup plus claire du budget, mais on le verra ça au point 1.4. La troisième modification, c'est en termes de recettes. Donc on voit un poste de 6 000 €, ça c'est lié à des dépôts de garantie liés à des nouvelles locations, notamment sur la zone de la Grave. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas, donc qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Toris, 2 abstentions. Point suivant, Monsieur Norijon. Alors le quatrième projet de délibération, toujours au niveau du budget, c'est justement ce dont on parlait dans le point précédent, c'est le vote de l'autorisation de programme et de crédit de paiement concernant le projet École Simone Veil. Donc l'annualité budgétaire est un des grands principes qui régissent la finance publique, on le sait. Cependant, certaines opérations d'équipement dépassent le cadre annuel. C'est le cas de projets d'envergure comme l'école qui s'étalent sur plusieurs années de par l'ampleur des travaux projetés. Dans ce cas, la collectivité serait obligée d'inscrire toutes les dépenses la première année des travaux, ce qui rendrait le budget, bien sûr, très peu lisible, et les recettes de la même façon. Donc ça permet de reporter d'année en année, ce qui rendra donc le budget, forcément, 2018 beaucoup plus lisible. Donc les autorisations de programme, les AP, sont bien sûr constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements, et le crédit de paiement, ça constitue la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pour l'exercice. Donc les AP, les autorisations de programme, font l'objet de délibérations distinctes lors de l'adoption du budget de l'exercice ou de décisions modificatives, comme c'est le cas ce soir. La délibération initiale fixe l'enveloppe globale de la dépense liée à ce projet, ainsi que sa répartition dans le temps des moyens de financement, bien sûr. Et dès cette délibération, l'exécution peut commencer par la signature de marché, par exemple. Donc le suivi de la PCP se fait à chaque étape budgétaire, en BP, DM ou CA, pour, bien sûr, un souci de communication et de transparence. Il peut être révisé, annulé, réparti dans le temps. Donc il convient aujourd'hui de délibérer, c'est le but de cette délibération, pour permettre la mise en place de cette procédure concernant la construction de l'école Simone Veil des plans de carrosse. Bien, je pense que vous avez compris, lorsque ce sont des investissements lourds, comme le projet de l'école Simone Veil, on ne peut pas inscrire dans le budget dès le départ la totalité de la somme. Donc cette autorisation de programme permet d'avoir une programmation sur plusieurs années. Et comme vous l'avez très justement dit, Monsieur Norijon, ce sont des montants maximums mais qui peuvent être révisables. En l'occurrence, sur le budget qui vous a été proposé, moi je ne renonce pas à avoir une subvention supplémentaire qui doit nous permettre de réduire la part d'autofinancement et peut-être la part d'emprunt, sachant qu'aujourd'hui l'État ne s'est pas positionné encore sur la subvention. Nous n'avons que deux participations. La première c'est le PUP et le deuxième c'est le département qui nous a octroyé 600 000 €. Mais il manque encore la subvention de l'État. Donc lorsque nous aurons une notification, j'espère que nous aurons une notification de la subvention de l'État, on la rajoutera dans la part subvention et on réduira donc à la fois la part autofinancement et la part emprunt. Donc la PCP, pour terminer, on le voit au dos de la délibération, est découpée en 5 tranches, 5 années. Donc pour l'année 2017, le montant est de 70 000 € en termes de dépenses. Et on voit sur 5 exercices l'impact de la dépense du budget. Bien, y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Je vous rappelle juste que nous en sommes sur le projet école. Il y a un concours d'architecte qui a été lancé. Il y a 3
3 architectes, je crois, qui ont été retenus dans la première phase avec un jury. C'est très réglementé. Le jury est composé des membres de la commission d'appel d'offres, plus des personnalités qualifiées. Et voilà, je ne sais pas sur combien, une vingtaine ou une trentaine de dossiers, il y en a 3 qui ont été retenus. Et maintenant, ces architectes vont nous faire des propositions en fonction d'un programme qui a été établi par un programmiste. Voilà, donc il est prévu 6 classes plus 2, donc les 2 en fonction des besoins, au niveau de l'évolution, et nous attendons ces propositions. Pas de questions, donc nous allons procéder au vote. Qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Donc le 5e projet de délibération concerne la régie cinéma pour laquelle il est demandé une demande de remise gracieuse liée à la disparition d'une avance de 500 €. Cette avance était stockée dans une armoire en attendant la mise en place d'un coffre beaucoup plus sûr et définitif. Donc ce coffre a été installé. Voilà, donc c'est une demande de remise gracieuse de ce montant. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, heureusement pas trop souvent, hein, mais on ne peut pas incriminer le régisseur. Hein. Le régisseur, il a sa responsabilité, certes, et si nous ne prenons pas cette délibération, c'est au régisseur de mettre l'argent de sa poche, comme on dit. Hein. Voilà, donc bien sûr, il y a une plainte qui a été déposée. C'est arrivé aussi au service de l'enfant, je crois, hein, une fois. Voilà, donc ça fait 2 fois. C'est vrai que sur 3 ans, vous allez dire c'est beaucoup. Oui, c'est toujours trop. Hein. Mais malheureusement, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, en fait. Y a-t-il des interventions? Non. Qui est contre, qui s'abstient? Vous votez à l'unanimité, je vous en remercie. La mise en place du régime intérieur, voilà, c'est le gros point, on va dire, de ce conseil municipal. Et voilà, je vais laisser donc la parole à Philippe. Juste si tu permets, Philippe, parce que avant que tu rentres dans le détail, moi j'avais fixé 2 orientations, donc 3 orientations qui ont été respectées. D'abord, il faut savoir que c'est la loi hein, qui nous oblige à mettre en place le RIF7 hein, au 1er janvier 2019. Donc il y a eu plusieurs mois de travail, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, et de négociations avec les syndicats. Une belle concertation d'ailleurs. Hein. Je trouvais que c'était. Il y avait vraiment un très bel échange et qui a abouti à un vrai consensus. Première orientation qui avait été fixée, c'est que en 2019, en tout cas, hein, lors de la mise en 2018, pardon, personne ne devait être perdant au niveau du personnel. Chaque membre du personnel devait au minimum retrouver la prime qu'il avait en 2017. Deuxième point, le CIA, donc la partie variable, venait en plus. C'est-à-dire qu'en fait, chaque membre du personnel va se retrouver avec un montant d'indemnité supplémentaire à ce qu'il avait en 2017, puisque c'est pas totalement. Bon. Mais ça vient en plus, on va dire, de l'enveloppe, pardon, c'est ça, hein, en plus de l'enveloppe qui existait. Et moi, ce que j'avais proposé aussi au personnel, et ça a été retenu, hein, je demande des efforts, nous demandons des efforts à l'ensemble du personnel, en particulier en réduisant la masse salariale. Et je trouvais que c'était tout à fait normal qu'une partie des économies réalisées sur la masse salariale soit réinjectée dans le régime indemnitaire. Hein, donc c'est ce qu'on a proposé, c'est ce qui a été accepté. Donc il y a 20% des économies réalisées qui vont être réinjectées dans la masse salariale et qui vont permettre donc, à l'ensemble du personnel, bien sûr, de bénéficier de cet effort. Et ça me semble tout à fait logique. Hein, puisqu'il contribue à la réalisation de cet effort. Voilà. Rien de particulier, donc ça a été voté, mais je crois que tu vas le dire toi. Hein. Donc il y a eu un vote au comité technique, hein, tu en parleras.
C'était les grandes orientations et on est arrivé à les respecter et moi c'est ce qui m'intéresse. Voilà, sur l'aspect pratique, je vais te laisser la parole. Alors, on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail, mais sans être trop technique. Donc, cette délibération, ce projet concerne la mise en place du RIF7. Un RIF7, c'est quoi? C'est le régime indemnitaire, des fonctions, des suggestions, de l'expertise, de l'engagement professionnel. Donc, ce nouveau régime indemnitaire tient compte, on a dit, de ces aspects-là, IFSE, et il est décomposé en deux parties. L'IFSE, qui vise à valoriser l'exercice des fonctions, il constitue l'indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité, donc l'IFSE, repose d'une part sur la formalisation précise des critères professionnels, ça c'est important, et d'autre part sur la prise en compte de l'expérience professionnelle pour l'IFSE. La deuxième partie de ce régime concerne le complément indemnitaire annuel dont parlait Monsieur le maire à l'instant, qui est le CIA. Et lui, il est lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, la part variable. Mais en complément, donc compte tenu des axes qu'avait définis Monsieur le maire, en complément, il y a deux primes subdivisées. En complément de ces deux primes, il y aura donc trois autres primes qui sont le IFSE maîtrise de la masse salariale. Elle sera versée mensuellement à partir, donc selon les critères définis au paragraphe de réexamen de montant de l'IFSE que l'on verra à l'article 6 de la délibération. On rentrera dans les détails de ces notions de réexamen de l'IFSE et du CIA. Donc IFSE maîtrise de la masse salariale. Deuxième ajout de prime, c'est l'IFSE en fonction de l'assiduité. Il sera versé également mensuellement selon les mêmes critères, ce sont des critères qui seront définis au paragraphe de réexamen de l'IFSE, toujours à l'article 6 de cette délibération. Et enfin, une IFSE qui est liée à la valorisation de l'expérience et des acquis. Tous les 4 ans, si aucune modification de carrière n'intervient, on verra également les modalités de réexamen dans l'article 6. Donc le premier article de ce projet de délibération concerne les bénéficiaires. Qui sont bénéficiaires de ce nouveau régime? Ce sont les fonctionnaires titulaires à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel. Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou temps partiel, les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou temps partiel, selon les conditions définies dans l'article 5 de ce projet. Alors, les agents de droit privé ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération et ils ne sont donc pas concernés évidemment par le RIF7. Donc, les cadres d'emploi sont détaillés, je pense qu'on ne va pas les balayer un par un, cadre A, cadre B, cadre C. Ce sont donc tous les cadres d'emploi qui sont éligibles à ce nouveau régime. Et les autres cadres d'emploi qui, aujourd'hui, ne sont pas concernés par le RIF7 sont les puéricultrices territoriales, les auxiliaires de puériculture territoriale et la filière de la police municipale. Donc, dans l'attente de l'application du RIF7, non prévu avant le 31 décembre 2019 pour ces corps-là, pour ces cadres d'emploi-là, ils continueront à percevoir le régime indemnitaire antérieur. L'article 2 concerne la transition entre l'ancien et donc le nouveau régime pour lequel nous allons voter ce soir. Donc, selon l'article 5, décret 2014-513 du 20 mai 2014, l'IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Donc on a le détail au-dessous. L'IFSE est non cumulable avec les primes qui sont l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, la prime de rendement, l'indemnité de fonction et de résultat, l'indemnité d'administration et de technicité, l'indemnité d'exercice de mission des préfectures, les primes de service et de rendement, l'indemnité spécifique de service et les primes de fonction informatique. Donc l'IFSE n'est pas cumulable avec ces primes-là. Par contre, le RIF7 est cumulable avec l'indemnisation des dépenses engagées lors de l'exercice, je pense aux frais de déplacement, les dispositifs d'intéressement collectif, les dispositifs de compensation de pertes de pouvoir d'achat, les suggestions ponctuelles directement liées à la durée du travail, les heures supplémentaires, les astreintes, etc. Les primes régies par les articles 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.
l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection, la MBI, la prime de régisseur et la prime de responsabilité versée au DGS. Donc le RIC7 est cumulable avec ces dispositifs-là. Donc l'arrêté du 27 août 2015 précise par ailleurs que le RIC7 est cumulable avec les indemnités de compensation de travail de nuit, du dimanche, jour férié, astreinte, dépassement régulier du cycle de travail, tel que défini dans le décret 2815. L'article 3 de ce projet concerne les parts et plafonds. Donc le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de fonctions défini conformément aux dispositions de l'article. Alors dans la délibération, il est écrit l'article 3, c'est une petite coquille, c'est l'article 4 qui suit donc cet article 3. Donc définition des groupes de fonctions et critères de classement de la présente délibération. Donc c'est donc cet article 4 dont je parlais à l'instant, que nous voyons par la suite. Alors, les montants et plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires d'État. Les montants, évidemment, sont établis pour un agent exerçant à temps complet et ils sont réduits au prorata de la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant en temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet. Le montant annuel attribué individuellement est fixé par l'arrêté territorial. Le complément IFSE assiduité dont on parlait tout à l'heure sera versé une fois par an aux agents qui remplissent les critères qui sont détaillés dans le projet de LIB. Donc de 0 à 3 jours d'absence maladie, 150 € par an, de 4 à 7, 80 € par an, de 8 à 10 jours d'absence maladie, 40 € par an, et au-delà de 10 jours, il n'y a pas de versement de l'IFSE assiduité. Le complément IFSE maîtrise de la masse salariale sera versé à tous les agents une fois par an également. Le versement de la somme aux agents correspond à 20% du montant calculé de la fonction de delta des budgets réalisés entre les années N et les années N-1 au niveau de la masse salariale. Le quatrième article définit donc les groupes de fonctions et les critères de classement. Donc vous avez le détail, page suivante, des différents groupes. Les fonctions d'un cadre d'emploi sont réparties au sein des différents groupes au regard des critères professionnels suivants. Donc 3 critères pour les groupes de fonctions. Fonction d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception. Deuxièmement, critères technicité, expertise et qualification nécessaires à l'exercice des fonctions. Et enfin, le troisième critère, suggestion particulière ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Ça, c'est pour la définition des groupes de fonctions. Et la classification des emplois dans les groupes de fonctions, à l'intérieur des groupes de fonctions, obéissent à 3 familles de critères également, critères professionnels. Premier d'entre eux, première famille, tout ce qui est fonction d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, qui tient compte des responsabilités plus ou moins lourdes. Des critères professionnels liés à la technicité, à l'expertise, à l'expérience ou qualification nécessaires à l'exercice des fonctions. Et enfin, une troisième famille de critères professionnels, la suggestion particulière ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel, donc contraintes particulières liées au poste physique, responsabilité prononcée, lieu d'affectation. Et donc le nombre de groupes de fonctions est fixé à 3, catégorie A, B, et C, dans les catégories A, B et C. Définition des critères pour la part variable CIA. Donc le complément indemnitaire, cette part variable CIA, tient compte des éléments qui sont appréciés dans le cadre de la procédure d'évaluation annuelle de l'entretien professionnel. Et je profite donc de cette présentation pour réaffirmer l'importance de l'entretien professionnel pour évaluer bien sûr les agents, c'est une chose, mais également pour entrer dans une dynamique de gestion de carrière de tous les agents. Et c'est bien sûr un moment d'écoute privilégié entre les responsables et les agents. Donc on place vraiment l'entretien professionnel au cœur de la gestion et de management des agents de la municipalité. Donc, quels sont les critères qui sont examinés lors de cet entretien pour évaluer donc, le CIA? On ne va pas les balayer, ils sont tous détaillés, résultats professionnels, valeurs professionnelles, réalisation des objectifs, la liste qui est détaillée dans le projet. L'article 5 concerne la classification des emplois et les plafonds. Donc là, vous avez le tableau au dos de la page qui détaille donc, les cadres d'emploi, les différents groupes, les minimums au niveau du RIC7, les maximums au niveau du RIC7 et le total, emploi RIC7 mini, CIA 0,
CIA maxi et le total RIF7 quand on a un IFSE maxi et un CIA maxi. Donc on a le détail des sommes qui sont des montants qui sont prévus dans ce projet. Sixième article concerne la modulation individuelle et la modalité de versement. C'est les notions de réexamen dont on parlait précédemment. Le réexamen de l'IFSE et le réexamen du CIA. Donc le montant de l'IFSE peut faire l'objet, bien sûr, d'un réexamen. À quel moment? Lors d'un changement de fonction ou de grade à la suite d'une promotion, d'un avancement de grade, d'une nomination suite à la réussite d'un concours ou d'un examen professionnel. Et en l'absence de ce type de changement, le réexamen intervient tous les 4 ans en fonction de l'expérience acquise par les agents dans ces fonctions. Valorisation, le but, bien sûr, l'application de l'IFSE, c'est la valorisation de l'expérience et des acquis professionnels des agents. L'expérience professionnelle donc, sera appréciée au regard des critères suivants. Capacité à exploiter l'expérience acquise, quelle que soit l'ancienneté, réussite objectif, initiative, force de proposition, on rentre dans les détails. Donc capacité à exploiter l'expérience acquise, formation suivie, ça c'est aussi un élément important. Parcours professionnel avant la prise de fonction, au niveau de sa diversité, de la mobilité. Connaissance de l'environnement de travail, du fonctionnement de la collectivité, des relations avec le partenaire extérieur et également avec les élus. Donc ce sont les critères d'appréciation de l'expérience professionnelle. Donc là on a résumé les conditions de réexamen de l'IFSE et maintenant nous pouvons regarder donc, au bas de la page les conditions de réexamen du montant du CIA. Le CIA peut bien sûr faire l'objet aussi d'une revalorisation annuelle dans le cadre de la procédure de l'entretien professionnel. Donc ces deux aspects seront examinés au moment de l'entretien professionnel entre le responsable et les différents agents. L'IFSE et le CIA sont versés mensuellement sur la base d'un 12e du montant annuel individuel attribué et seront proratisés en fonction du temps de travail. Les règles d'application sont claires. Il est prévu une commission de personnel de recours ad hoc au cas où les agents aient des questions, des remarques particulières concernant ce processus. Il y a la constitution de la commission détaillée, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails. La modulation de l'IFSE et du CIA dans certaines situations de congé. Donc en cas de congé maladie ordinaire, le montant de l'IFSE sera impacté à partir du 11e jour d'arrêt à raison du prélèvement de 1/30 de l'IFSE par jour d'arrêt. En période de congé annuel, congé pour maternité, congé pour paternité et d'accueil d'enfants ou pour adoption, cette indemnité sera versée intégralement. En cas de congé longue maladie, congé longue durée, congé grave maladie professionnelle, le régime indemnitaire suivra le sort du traitement selon les dispositions statutaires prévues. Alors, concernant les accidents de service et les accidents de trajet, l'IFSE sera maintenu et le CIA de l'agent sera maintenu la première année. Il sera retenu en totalité à partir de la deuxième année et les suivantes, bien sûr. Quelles sont les modalités de versement du RIF7? La part fixe de l'IFSE est versée mensuellement, on l'a dit à plusieurs reprises, et elle est proratisée, bien sûr, dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire, notamment pour les agents à temps partiel et à temps complet, c'est logique. La part variable du CIA est versée mensuellement, de même, proratisée dans les mêmes conditions. Voilà, on propose aussi dans l'article 7, bien évidemment, l'abrogation de la délibération 161-2010 du 22 juillet, concernant donc l'ancien régime indemnitaire. Ouais. Merci beaucoup, M. Nourrijon, pour toutes ces explications et le détail des mesures qui ont été prises dans le cadre de ce nouveau régime indemnitaire. Donc c'est très complet, très technique, mais l'essentiel c'est la philosophie, encore une fois, que je vous ai rappelé tout à l'heure. Y a-t-il des questions, des interventions? Oui, M. Bernard. Dans l'article 3, part et plafond, au niveau du complément de l'IFSE assiduité, je voulais savoir comment le nombre de jours avait été déterminé. Page 14. De 0 à 3 jours, de 4 à 7 jours d'absence, de 8 à 10 jours ou au-delà de 10 jours.
C'est une négociation que vous avez menée C'est une négociation. avec les partenaires au niveau local. Oui. D'accord, parfait. Merci. C'était pas la proposition qui avait été faite au départ, mais on a accepté la proposition des syndicats. Doris. Oui, pour savoir, il y a eu des contestations au niveau du dialogue social de la part des partenaires sociaux. Tout le monde, il y a eu un consensus autour Il y a eu beaucoup de négociations et une écoute réciproque, comme je le disais tout à l'heure, et qui a abouti à un consensus. Bon, ça a été présenté au CTP, je crois. Il y a juste un point sur lequel il n'y a pas eu consensus, mais Philippe, peut-être tu peux en parler. Pour répondre à M. Doris, que ce soit lors du CT ou aujourd'hui en présentation du conseil municipal, c'est pas un travail qui est sorti comme ça du chapeau. Il y a eu de très nombreuses réunions avec les représentants du personnel et syndicats. Il y a eu un travail en commun entre toutes les directions. Et comme toute négociation, il y a un point de départ des deux côtés. Et puis on se rapproche au travers de consensus. Évidemment que le résultat final était un consensus. Les représentants du personnel ont été satisfaits de ce consensus. Elles ont travaillé de leur côté, nous on a travaillé du nôtre et on s'est rejoints. Évidemment, c'est quasiment un an de travail. C'est un an de travail, clairement. Les points d'achoppement essentiels qu'il y a eu autour de ce projet-là, vous pouvez nous en donner? On ne va pas rentrer, je pense, dans le détail des négociations, mais comme dans toute négociation, il y a des points sur lesquels on a avancé, on a laissé un petit peu avancer aussi la négociation, d'autres points sur lesquels on a été un petit peu plus ferme, notamment sur les axes politiques qui ont été définis, puisque l'objectif tout de même de la négociation, c'est de concrétiser les axes politiques en termes de récompense des agents méritants, le comportement dans le travail professionnel quotidien. Donc, ces axes-là, on les a bien sûr travaillés ensemble, mais il n'y a pas eu, de mon point de vue, de points bloquants, pas du tout. Il y a eu des échanges, comme dans toute négociation, il n'y a pas eu vraiment de points particuliers d'achoppement et de friction et de tension, pas du tout. Il y a eu un langage très ouvert, on a échangé, on a pris le temps qu'il fallait, et on peut interroger les représentants du personnel, mais ils l'ont exprimé en CT, ils sont satisfaits. Voilà, le seul point, c'est le point page 19, pour être complet. En cas de congé de maladie ordinaire, le montant de l'IFSE serait impacté à partir du 11e jour d'arrêt en raison du prélèvement de la 30e, etc. C'était notre proposition. Au départ, c'était 7 jours, je crois, que nous avions proposé. Ou 6. Dans l'ancien régime, c'était le 16e jour, c'est ça? À partir du 16e jour. Donc on est arrivé à un équilibre, on va dire, entre 5 que nous avions proposé et 16 qui était l'ancien régime. On est arrivé à 11, mais malgré tout, ils n'étaient pas... c'est normal. Sachant que les textes prévoient dès le premier jour. Les textes sont beaucoup plus durs que ce qu'on a prévu, nous, dans le projet. Voilà, il nous a semblé qu'à partir du 11e jour d'absence, c'est normal qu'ils soient impactés par rapport au régime indemnitaire. Ils voulaient qu'on maintienne le 16e jour. C'est le seul point qui a fait qu'ils se sont abstenus, mais globalement, ils étaient satisfaits. Oui, ma position elle a toujours été claire. De toute façon, nous, on est favorable à moins de fonctionnaires mieux payés. On a toujours été pour la maîtrise de la masse salariale. Donc évidemment, je ne vais pas venir vous chercher des coups dans la tête sur ce protocole qui a été mis en place. Maintenant, je pense qu'effectivement, il y a peut-être un point, bon, je ne sais pas trop comment ça se présente, mais sur le fameux, vous avez appuyé beaucoup, M. Nourrigion, sur la question de l'entretien professionnel. Est-ce que découle de cet entretien professionnel finalement un peu ce qu'on appelle dans le jargon fonction publique la fameuse note de gueule dont découleraient les primes? En fait, c'est véritablement la personne, on va dire la hiérarchie qui va mener cet entretien professionnel, qui va noter l'agent, et c'est en fonction de cette note-là qu'il va y avoir ou pas, qu'il va y avoir un impact de cette notation-là sur
là, sur un impact financier pour les agents. Non, moi je ne retiendrai pas le terme de note de gueule, dans le sens où il y a toute une hiérarchie qui valide hein, les entretiens professionnels. Le but, c'est qu'il ne faut pas que l'entretien se fasse en catimini entre un agent et son responsable. Il y a derrière toute une organisation qui est là aussi pour... il y a évidemment les représentants du personnel qui doivent jouer leur rôle, il y a les comités techniques, il y a la commission ad hoc dont on parlait tout à l'heure si jamais il y a des remarques de la part des agents. Et puis il y a, je pense aussi, et ça c'est important, les agents le savent, que s'ils ont des remarques ou des revendications, ils savent que les élus sont là aussi, et on échange ouvertement hein, depuis le début du mandat. Donc l'entretien professionnel, je pense qu'il ne faut surtout pas le voir comme, j'allais dire, une confrontation fermée entre un responsable et son agent, et une notation qui serait en fonction des humeurs, pas du tout. Il faut que ce soit une vision positive d'entretien professionnel, c'est-à-dire que tout le monde doit y gagner, à la fois la collectivité, au travers de ses responsables, et à la fois l'agent. Comment est-ce qu'on peut construire, en gros, un avenir ensemble? C'est vraiment ça le but de l'entretien professionnel. Et l'évaluation ne doit pas être vue comme une évaluation sanction, mais plutôt comme une évaluation de progrès, de projection, d'avenir. Il faut le voir positivement. Et ça, je pense qu'il faut vraiment c'est un message à faire passer au niveau des directions et au niveau des agents en disant l'entretien professionnel doit être un moment privilégié d'échange avec le responsable et pas un moment de sanction attendu. Ce n'est pas du tout le but. Hein. Si on veut que ce soit positif, il faut qu'on puisse dialoguer, échanger de manière ouverte entre adultes et dans un système qui est un système de communication et de partage. Oui, je partage complètement votre position, mais c'est vrai que bon, je ne connais pas la situation précisément ici sur la collectivité, mais malheureusement, parfois, il y a des entretiens professionnels qui tournent plus effectivement règlement de compte contre l'agent qu'un entretien véritablement pour faire progresser, pour atteindre l'efficience. Mais si vous avez pris les garde-fous et que c'est dans cet esprit-là que ça a été mis en place. Alors, très sincèrement, je pense que c'est justement quand il n'y a pas d'entretien professionnel qu'il y a des risques de tension très fortes entre les agents et les responsables. C'est à ce moment-là qu'il y a des tensions. C'est quand on ne se parle pas, qu'on ne se voit jamais, qu'il n'y a pas d'entretien professionnel. Là, il y a des situations à risque. Quand on se voit très régulièrement, c'est vrai que peut-être que le premier, hein, quand on n'est pas habitué, il y a cette espèce d'échange un peu direct et ouvert. Mais après, on rentre dans une logique de gagnant-gagnant. Voilà. On se voit, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qu'on peut améliorer. C'est vraiment l'attitude positive qu'on attend lors de cet entretien. Mais je pense que c'est plus dans l'absence d'entretien qu'il y a des risques relationnels plutôt que dans le cadre de l'entretien. Bien, merci de ces remarques. Je crois qu'on avait également envisagé une formation de la part des cadres hein, par rapport à l'entretien, justement pour qu'ils intègrent ces aspects hein, dans le cadre de l'entretien professionnel. Et je crois que tu l'as dit, Philippe, à la demande des syndicats, il y a une commission qui va permettre également d'associer les syndicats sur des points qui peuvent paraître des points un peu litigieux. Voilà. Y a-t-il d'autres interventions? Non, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, merci beaucoup pour l'unanimité qui montre que l'ensemble des élus de la collectivité ont intégré le RIFSEP qui vous est présenté, bien entendu dans l'intérêt de la meilleure gestion de la collectivité et également dans l'intérêt du bon climat social qui doit régner pour faire en sorte à ce que tous ensemble nous soyons, tu l'as dit tout à l'heure, tous ensemble nous soyons encore plus efficaces. Merci. Toujours à toi, Philippe. Oui, donc le point suivant concerne une modification du règlement intérieur de la formation des agents de la collectivité. Donc c'est une modification très en marge, hein, très mineure, qui concerne la proximité des concours, le lieu de passage des concours, donc, et l'examen professionnel bien sûr. Hein. En termes de remboursement des frais de déplacement, il faut que l'agent passe donc son concours ou son examen professionnel dans le centre administratif dont il dépend et pas dans des régions très éloignées de la nôtre. C'est essentiellement ça la modification du règlement intérieur de formation. Pas d'intervention, qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité, merci. La mise à jour du tableau des effectifs, monsieur Langeron.
Alors, mise à jour du tableau des effectifs. Au niveau des affaires culturelles, donc là, c'est un reclassement concernant un adjoint d'animation 80% qui passe à 100%. Ensuite, il y a un adjoint d'animation 80% dans la filière technique, à temps non complet qui passe également à 100%. Et puis, il y a alors, la création d'un poste d'ingénieur territorial à 100%. Alors là, j'allais dire, c'est une contrainte administrative, c'est-à-dire qu'on a un ingénieur qui a quitté donc, la municipalité, mais on ne peut pas fermer son poste avant avril 2018. Donc on est obligé, pour recruter son successeur, d'ouvrir un poste en 6 mois, le temps que ce poste précédent puisse être fermé. Donc, en termes de volume et de masse salariale, on sera, je veux dire, une personne pour une personne. Et concernant la direction de l'enfance, c'est une vacance d'emploi d'un adjoint d'animation 70% à temps non complet qui rentre en vacance d'emploi, donc dans le cadre toujours de la pérennisation des contrats des contractuels, des personnes contractuelles. Y a-t-il des interventions? Pas des contre qui s'abstient. Merci pour cette unanimité. La modification des ratios d'avancement de grade. Alors, pour les ratios d'avancement de grade, donc ça concerne tous les cadres d'emploi, hormis celui des agents de la police municipale. Donc, le décret 2017-715 du 2 mai 2017 supprime la proportion des avancements du grade C1 au grade CE entre la réussite aux examens professionnels et les avancements au choix. Donc, auparavant, il y avait une corrélation entre le nombre de personnes qui réussissaient les examens professionnels et les agents qui étaient donc promus au choix. Donc là, ce décret, aujourd'hui, casse ce lien automatique de promotion. Donc le nombre maximum de fonctionnaires pouvant bénéficier d'un avancement de grade est déterminé par l'application des taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires, qui remplissent bien sûr les conditions requises, et les taux sont ceux qui sont proposés dans ce projet de délibération. Des questions, des interventions, donc qui est contre, qui s'abstient. Merci pour cette unanimité. Merci beaucoup Philippe pour ces présentations précises et efficaces des différents dossiers qui ont été présentés. Je laisse la parole à mon adjointe à l'éducation, Patricia Franco, pour un certain nombre de dossiers qui concernent le secteur de l'éducation de l'enfance et de la petite enfance. Merci, monsieur le maire. Donc, moi, j'ai 6 projets de délibération à vous présenter, dont 4 qui concernent des subventions et des prêts, qui sont face à face, vous allez les voir. Et puis, le règlement définitif donc, de la halte jeu. Vous savez que sous la maison de l'enfance, donc la structure va prochainement ouvrir. Elle ouvrira donc ses portes le 4 décembre. L'inauguration, voilà, est prévue le 21 décembre à midi. Donc vous êtes tous cordialement invités. Donc cette structure, vous savez que c'est 3 équipements en un. Donc il y a une halte jeu qui va fonctionner comme le relais assistant maternelle et lundi, mardi, jeudi, vendredi. À ce sujet, par rapport à la halte jeu, à ce jour, nous avons déjà 32 familles qui se sont fait recenser, qui vont donc fréquenter la structure sur 48. On a une capacité d'accueil de 48. Voilà, et puis après l'accueil de loisirs extrascolaires, donc mercredi, petites vacances, grandes vacances, pour les petites et moyennes sections, donc les enfants âgés de 3 à 4 ans. 3-4 ans. Voilà, donc au mois de septembre, on vous avez proposé le règlement provisoire que l'on a soumis à nos partenaires, qui sont la Caisse d'allocation familiale et le conseil départemental. Donc on a retravaillé, on a affiné, et aujourd'hui on vous propose le document définitif et on vous demande d'autoriser le maire à le signer. Voilà. Bien, juste une petite observation. Donc c'est un chantier qui a été plus long que prévu. Vous avez pu vous en rendre compte, qui avait démarré sous l'ancien mandat, qui s'est poursuivi bien entendu, et lorsque nous avons repris les commandes, on va dire, il y a des difficultés qui ont été rencontrées, en particulier avec la maîtrise d'œuvre qui a été défaillante, et il a fallu trouver des solutions pour continuer le chantier avec une nouvelle maîtrise d'œuvre, ce qui a été fait. Et bon, voilà, nous allons pouvoir ouvrir un petit peu plus tard que prévu, mais dans de bonnes conditions. En tout cas,
cas, merci pour le travail qui a été réalisé par l'ensemble des intervenants, et en particulier par la direction des services techniques et également la direction de l'éducation. Des questions? Monsieur Bernard? Monsieur le maire, je profite de cette délibération sur la halte jeu pour vous proposer de lancer une consultation pour qu'on puisse la baptiser, ainsi que la crèche. Ce sont deux établissements a priori qui n'ont toujours pas de nom, et ce serait peut-être bien qu'on leur en trouve un, maintenant que c'est fini. Oui, pourquoi pas, enfin, tout le monde a des noms, les crèches et les aires de jeu. J'ai une proposition. Bon. Ah non, pas maintenant, non. Non, il ne faut pas faire de proposition maintenant, on n'a pas débattu entre nous, donc on en reparlera. Bon, si je pourrais avoir une proposition, on pourrait la baptiser Emma, par exemple, mais non. Non, mais c'est juste pour dire que c'est ridicule, chacun va venir avec sa proposition. On en reparlera, voilà, mais bon, pourquoi pas. Hein. Oui. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Donc, qui est contre, qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Alors, les deux autres projets de délibération, je vous les présente en face à face, puisque c'est pour obtenir une subvention qui s'élève à 30 000 € et un prêt complémentaire de 20 000 €. Pourquoi? Pour 4 projets d'investissement, toujours autour des structures de l'enfance. C'est notamment pour la sécurisation des accueils collectifs de mineurs, donc des centres de loisirs qui se situent soit dans les écoles, soit à l'école Guillonnet, enfin qui juste à cause de l'école Guillonnet, ou voilà. Après, l'aménagement du centre de loisirs, la mise aux normes des satellites. Les satellites, ce sont les restaurations scolaires, puisque vous savez, il y a toujours une mise aux normes des inspections qui sont faites régulièrement par les affaires sanitaires et sociales et qui nous demandent, qui nous imposent de normaliser, puisqu'il y a toujours le respect de la marche en avant et autres activités à avoir pour que ça soit conforme, notamment à l'accueil de nos enfants. Et puis la modernisation des inscriptions en ligne par Internet, c'est-à-dire pour avoir un nouveau portail et pour faciliter là aussi les inscriptions des enfants par les familles. Voilà, donc il s'agit pour la première délibération d'autoriser le maire à signer cette convention d'objectifs et de financement, et pour le prêt, c'est de l'autoriser à signer la convention de prêt avec la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes. Bien, y a-t-il des questions sur ces différentes délibérations? Je remercie encore une fois les services également et la CAF, avec laquelle, la caisse d'allocation familiale, avec laquelle nous avons d'excellentes relations, et un beau travail de suivi et de partenariat. Je pense qu'il est très efficace, et merci à notre directrice et à l'ensemble du personnel aussi qui œuvre dans le bon sens. Alors on va procéder au vote pour la délibération 2.2, la convention d'objectifs. Qui est contre, qui s'abstient, donc nous la votons à l'unanimité. La 2.3, convention de prêt avec la CAF, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. La 2.4, la convention d'objectifs et de financement pour la sécurisation de la maison de l'enfance. Non, Tu n'en as pas parlé? Non, on n'a pas parlé. Ah, je pensais que tu avais parlé. De 2 et 2.3. Alors vas-y pour la 2.4. Parce que la 2.4 et la 2.5. La 2.4 et la 2.5 sont aussi face à face en fait, puisque là c'est la sécurisation des locaux de l'accueil collectif familial. Donc c'est qui se situe à la maison de l'enfance. Donc là aussi, les services ont déposé un dossier et la commission d'action sociale en séance du 29 mai 2007 a statué et a accordé donc une subvention d'un montant de 9 400 € d'un côté et d'autre part un prêt complémentaire de 6 200 €. Donc là aussi, c'est deux délibérations. La première, il s'agit donc d'autoriser le maire à signer la convention d'objectifs et de financement, et la deuxième, de signer la convention de prêt sur fonds donc de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes. Voilà, sécurisation des locaux de la maison de l'enfance. Précision demandée, pas d'intervention, donc on va procéder au vote. Qui est contre pour le 2.4? Oui. Monsieur Le Pers, oui, pardon, excusez-moi. Petite précision. Appuyez sur le micro, la convention d'objectifs. Pardon, excusez-moi. Oui, voilà.
Oui, donc ces conventions concernant la sécurisation. C'est un bien grand mot qui peut être évidemment sur le fond acceptable, mais sur la forme, ça consiste en quoi réellement la sécurisation? C'est à mettre plusieurs dispositifs pour sécuriser les locaux. Alors c'est notamment la mise en place des visiophones pour l'ouverture des portes, c'est-à-dire que le personnel peut voir qui arrive et qui est derrière et comment on ouvre. C'est les pas-revues tout autour pour pas voir l'évolution des enfants en fait, donc pour protéger. C'est tous ces dispositifs-là qui permettent de sécuriser les accueils collectifs. Donc c'est autant interne qu'externe en fait. Voilà. Et c'est aussi les filtres sur les vitres qui sont accès au public, qui sont à l'extérieur en fait. Voilà, c'est pour protéger nos enfants en fait, les enfants de la collectivité. Et les portails ce sont des crédits spéciaux, c'est pour ça que c'est voté à part. Donc la CAF octroie des crédits spéciaux sur la sécurisation. Voilà. Donc il n'y a pas d'autres interventions pour le 2-4, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, le 2-5, le prêt, qui s'abstient, unanimité, merci. Le 2-6, Madame Franco. Alors là, comme chaque année, on vous demande d'autoriser le maire à signer la convention d'objectifs et de financement avec toujours la caisse d'allocation familiale pour les... J'ai perdu mon fil. Pour les classes, c'est ce qui se passe, les activités qui se passent autour de l'école pour les enfants, c'est l'accompagnement scolaire des enfants du CP à la 3e. Donc on travaille aussi avec les enfants du collège. Et là, il y a à peu près 110 enfants qui sont concernés par cet accompagnement. Pas d'intervention. Qui s'abstient, donc unanimité. Merci. Merci Madame Franco pour la présentation de ces dossiers. Je vais laisser la parole à Madame Mémé, adjointe à l'urbanisme, au foncier, à l'agriculture et au cadre de vie pour la présentation d'un certain nombre de dossiers concernant l'urbanisme principalement. Il y a un peu de foncier. Oui, alors la première délibération concerne une modification simplifiée de notre PLU qu'on a été obligé de mettre en place parce qu'on s'est rendu compte à l'occasion d'un dépôt de permis qu'une phrase importante avait été oubliée lors de la dernière rédaction du PLU, c'est-à-dire après la modification numéro 1 en 2015. Cette phrase concerne l'implantation des bâtiments par rapport à l'axe de la route métropolitaine, oui, numéro 1. Alors cet axe doit être porté et doit être égal au moins à 15 mètres, mais la phrase avait disparu. Donc on ne pouvait pas rajouter la phrase comme ça. Il a fallu passer par la modification simplifiée, qui est une procédure beaucoup plus simple qu'une modification ordinaire, puisqu'il n'y a pas d'enquête publique, il y a juste une consultation du public qui a eu lieu au mois de juillet, du 24 juillet au 1er septembre. Voilà, il n'y a pratiquement pas eu de remarques, on a eu juste quelques visites de personnes qui n'avaient pas forcément bien compris de quoi il s'agissait. Voilà, donc voilà, le but c'est il est proposé de donner un avis favorable, c'est ça, à ce projet de modification simplifiée. En fait, c'est une réécriture. C'est un rajout de la phrase qui avait disparu, qui est une phrase qui est importante, puisque sinon, voilà, on peut implanter les bâtiments où on veut. La phrase avait disparu juste pour la zone UD, c'est-à-dire la zone des plans de carrosse, alors qu'elle était présente pour toutes les autres zones. C'est une erreur, juste une erreur matérielle qui explique qu'on en passe par la procédure de modification simplifiée. Pas d'intervention. Qui est contre, qui s'abstient, merci. L'achat. Alors, la deuxième délibération concerne une proposition d'achat d'une parcelle, de 2 parcelles en fait, qui représentent 950 mètres carrés, le long du vallon des Pesquiers, en bas du chemin des Pesquiers. En fait, c'est une proposition de monsieur et madame Chat qui possèdent ces 2 parcelles-là, qui sont détachées de leur propriété, de la partie principale de leur propriété. Donc, a priori, on n'avait pas un grand intérêt à acheter ces parcelles-là, sauf que le chemin de traverse que l'on envisage d'aménager sur le quartier des plans de carrosse
doit franchir le vallon des Pesquiers juste au niveau de ces parcelles. Et ce qui veut dire que pour nous, ça représente un intérêt, puisque ça nous dispensera de toutes les démarches qu'il fallait pour obtenir les autorisations. Et en plus, c'est un petit espace que l'on pourra aménager, enfin réaliser un aménagement paysager qui pourra être intéressant le long du vallon. Et du coup, c'est nous qui pourrons entretenir ce vallon et au moins une parcelle de vallon pourra être entretenue. Donc on a accepté la proposition de monsieur et madame Chat d'achat à l'euro symbolique, sachant que malgré tout, les frais afférents à l'acte seront à la charge de la commune. Donc là, il s'agit d'autoriser le maire à procéder à cette acquisition, à signer l'acte d'achat. Voilà. Bien. Des questions? Non. Qui est contre, qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Le point 3.3. Alors, ce point-là est un peu particulier. Il s'agit de donner, le conseil municipal doit donner un avis sur un projet déposé par la société Damiani, mais ce projet ne se situe pas sur Carrosse, mais sur Saint-Blaise. Et si l'on a un avis à donner, c'est parce qu'une partie de la commune est dans un rayon de 1 km du projet. C'est essentiellement une partie de la zone industrielle. Donc c'est une entreprise de recyclage de matériaux. Et en fait, la société veut remplacer son matériel qui est vétuste, se mettre aux normes. Mais du coup, la puissance de l'activité est en augmentation. Du coup, la société doit bénéficier de ce qu'on appelle la procédure d'enregistrement, qui est prévue par le Code de l'environnement. Il y a du coup une consultation du public et les communes qui sont voisines de ce projet doivent émettre un avis. Voilà, donc on doit émettre un avis dans les, je crois, 15 jours qui suivent la fin de la consultation, c'est-à-dire au plus tard le 8 décembre. Voilà. Donc nous n'avons pas, nous, de remarques particulières. Il y a un dossier de 1000 pages que vous aurez pu consulter, que les services ont regardé attentivement. Voilà, on a fait un résumé, on a joint à ce document un résumé de ce projet. Avec une faute d'orthographe à la page 514, si tu regardes bien, à la 15e ligne. Mais bon, ça c'est pas grave. Dans le document Page 514, 15e ligne, dans le dossier de 1000 pages. D'accord, c'est une blague. Nous avons procédé comment? Bien entendu, c'est vrai qu'on a peu d'impact sur Carrosse. Nous avons demandé l'avis des deux maires concernés, donc le maire de Saint-Blaise et le maire de Saint-Martin, qui sont les plus directement concernés. Les deux nous ont fait part de l'intérêt que porte ce projet, en tout cas pour les deux communes, et que ce soit le maire de Saint-Blaise et celui de Saint-Martin émettaient un avis favorable. Il n'y a aucune raison que nous ne suivions pas l'avis de nos deux collègues qui sont directement concernés par ce projet. Je précise, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est une activité existante, il s'agit juste d'une mise aux normes. L'activité existe, c'était l'ancienne société Cola qui a été rachetée par Damiani. Il y a de l'emploi qui est en jeu, comme dit aussi Jean, mais bon, après c'est vrai que l'emploi, quelquefois, s'il y a un impact sur les habitants, ce n'est pas forcément le seul critère, mais ça existe aussi. Voilà. Voilà, nous proposons d'émettre un avis favorable comme l'ont les maîtres ou l'ont émis, je ne sais pas s'ils ont voté déjà, les maires de Saint-Blaise et le maire de Saint-Martin. Qui est contre? Donc nous, on vous propose un avis favorable. Qui est contre l'avis favorable de la commune de Carrosse? Qui s'abstient? Donc avis favorable à l'unanimité. Alors, les deux délibérations suivantes, comme tous les ans, concernent la modification des tarifs de location et de vente. Alors, pour la première délibération, il s'agit du centre artisanal, du centre communal de la Grappe, ce qu'on appelle l'usine à eau. Donc, on propose le passage, pour la location, le passage du prix au mètre carré de 8,14 € à 8,50 €. Et pour la vente de 1355,48 € à 1500 €, on a proposé là une augmentation un peu plus importante que d'habitude parce qu'on est toujours très en dessous des prix pratiqués et c'est quand même un moyen de faire rentrer de l'argent dans la commune, à la commune. Voilà.
donc pour le centre artisanal de la Grave. Et pour ce qui concerne la route des négociants Sarre, là il s'agit de location précaire, hein, puisque d'une part certains terrains sont impactés par Primagaz, et pour d'autres on ne souhaite pas d'engagement très long dans la mesure où il y a tout un travail, toute une étude de réaménagement et de valorisation de ce secteur. Donc là on a proposé un passage... là, je m'y perds, de 7,75 à 8 € le mètre carré. On augmente, on est tenu là de rester sur des prix modiques dans la mesure où il s'agit de conventions précaires pour un an. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité pour le point 3.4 et pour le point 3.5. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci beaucoup. Le point 3.6, Madame. Oui, alors là, il s'agit donc d'un échange à l'euro symbolique. Alors ça concerne en fait le terrain où sera construite l'école des plans de carrosse. Proximité. Comment? Oui, c'est le terrain sur lequel il y a une servitude, tu as raison. Oui, c'est ce terrain. Rappelle un peu le... Oui, je vais rappeler, mais j'essaie de ne pas me noyer, parce que voilà. C'est très simple. Donc, ce terrain, enfin, juste pour rappeler que ce terrain a été apporté à la commune dans le cadre du PUB Saint-Pierre. Et à l'acte d'acquisition, même si on n'a pas payé, ça s'appelle un acte d'acquisition, il était prévu l'engagement d'une servitude d'occupation au profit de la parcelle voisine qui est propriété de M. Javoulet. Cette servitude, en fait, devait permettre aux locataires de la maison, hein, qui est juste derrière le terrain, de continuer à exploiter les jardins. C'était donc un usage exclusivement privatif. Et en fait, il s'avère que la nature de cette servitude n'est pas compatible avec l'usage qui va être fait du terrain, à savoir un projet d'intérêt général, puisqu'il s'agit d'une école. Donc, pour ne pas léser ces propriétaires qui utilisent depuis longtemps ces terrains, qui l'utilisent pour leurs besoins, enfin, c'est leur jardin, en accord avec M. Javoulet, qui a accepté, on va proposer un échange de 115 mètres carrés, c'est-à-dire on propose de laisser ce terrain-là qui devait être la servitude, et on récupère une partie du terrain. Alors là, bon, je vais vous l'expliquer, hein, sur le plan, c'est la partie verte, c'est la partie qui devait constituer la servitude, donc il va rester au bénéfice des locataires de M. Javoulet, et la partie qui est en rose orangé, qui est au bout, qui est le long de la route des plans, sera la partie qui sera récupérée par la commune. Ce qui veut dire que ça fait un petit plus pour le projet de l'école. Merci Madame Aimé. Oui, je crois que c'est en gros, hein, lorsque cette servitude, donc elle était actée, comme tu l'as très justement dit au départ, hein, lorsque le terrain a été transféré à la commune, mais c'était une servitude exclusive, c'est-à-dire qu'il y avait des jardins dans une servitude, il ne peut pas y avoir d'usage exclusif. Hein. Donc là, pour régulariser, la seule régularisation possible, c'est que ce ne soit plus une servitude, mais que ça reste propriété de Javoulet, n'importe comment. Il l'utilisait comme étant propriétaire, donc tant qu'à faire, autant régulariser qu'il soit propriétaire, qu'il n'est plus une servitude. Bien entendu, il faut une contrepartie. Hein. Donc à partir du moment où on leur cède cette parcelle qui était une servitude, la contrepartie, c'est qu'on récupère un terrain d'une superficie équivalente. Hein. Et ça tombe bien parce que ça permet d'avoir un petit peu plus de marche, on va dire, sur le projet de l'école. Voilà, c'est une bonne opération à la fois pour la collectivité, mais également pour la famille Javoulet, qui en même temps ça les sécurise. Voilà, ils sont plus dans une servitude, ils deviennent propriétaires de ces parcelles qui sont aujourd'hui utilisées comme terrasses et jardins. Vous avez des questions à poser? Non. Merci Madame Aimé. Donc on va
procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. C'est toujours à vous, madame. Oui, alors la dernière délibération, il s'agit là d'une régularisation d'un dossier qui remonte à 2011. Cela concerne un terrain donc, qui est situé route de la Grave, juste à côté du centre de contrôle des véhicules, là, voilà. Avant le démarrage du chemin des négociants salles. Donc, en 2011, les propriétaires, monsieur et madame Dalmasso, avaient demandé le déclassement partiel du chemin rural qui coupait en deux leur propriété, parce qu'ils avaient trouvé un acquéreur pour l'ensemble de leur terrain. Donc, la commune avait procédé à ce déclassement, avec constitution de servitude aussi, hein, qui leur permettait d'accéder à l'ensemble de leur terrain. Le conseil municipal du 17 novembre 2011 avait adopté à l'unanimité cette proposition de déclassement et de constitution de servitude. Et peu de temps après, l'acquéreur s'est désisté. Et du coup, la famille Dalmasso a fait part de ses difficultés pour acheter ce terrain en 2013. Et du coup, c'est resté en l'état depuis cette période-là. Et madame Dalmasso, enfin j'ai madame puisque depuis monsieur Dalmasso est décédé, madame Dalmasso et sa fille se sont manifestées là au mois d'octobre et nous ont proposé de régulariser puisqu'ils ont un acheteur. Alors pour le coup, uniquement pour la partie basse, puisque depuis, avec le PLU, on a deux types de zonage. On a le bas qui est en zone UZ, donc là il y avait quelqu'un qui prévoit d'installer un hangar. Et puis pour la partie haute, ils verront, mais du coup, voilà, la proposition c'est de procéder à la vente de ce terrain-là, donc pour une somme de 34 000 € pour la partie du chemin déclassé, hors taxe, ce qui doit faire dans les 40 000 € avec la TVA, et donc 10 860 € pour la servitude de passage, ce qui fait en gros pour la commune 50 000 € qui devraient arriver dans les caisses de la commune. Merci madame Aimé de faire entrer de l'argent dans les caisses de la commune. Pas d'intervention? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Je vais laisser la parole à M. Alain Macario, adjoint à la qualité de vie, qui nous a rejoint après avoir fait le tour des illuminations. Et je voulais le remercier et le féliciter pour le travail qu'il entreprend bien sûr au quotidien sur la qualité de vie, mais également celui qu'il a réalisé pour les illuminations de fin d'année, qui nous ont permis, je pense avec plus de quartiers, en tout cas de rues couvertes, de réaliser une économie supplémentaire par rapport à l'an dernier, c'est-à-dire le précédent appel d'offres, puisque je crois qu'on est à 13 000 € de moins par rapport à l'ancien appel d'offres. Et je vous rappelle que lorsque nous avons pris les commandes, on avait déjà, par rapport aux dépenses qui avaient été effectuées en 2013, économisé déjà 50 000 €. Voilà, donc on est à moins de la moitié au niveau du montant des dépenses réalisées en 2013. Tu as pu faire le tour là? Oui, c'est fait. Et alors, le tour. On va faire ce que tu as demandé. En grande partie, on va essayer de faire ce que tu as demandé. On va récupérer des voilà, motifs. on a fait quelques ajustements en essayant de couvrir certains quartiers qui n'ont pas été couverts, mais qui n'ont jamais été couverts dans le passé. Hein. On a fait la rue du Bosquet déjà. Voilà, ce sont des quartiers nouveaux qui... le but c'est de... Voilà, au lieu de mettre des illuminations sur chaque poteau, on en met un sur deux, et ça nous permet aussi, hein, dans certains quartiers, d'aller beaucoup plus loin que ce qui se faisait précédemment. Comment vous trouvez le centre-ville là? Très beau. Le bleu, superbe. Oui, c'est ce que je me dis là, le bleu. Monsieur Doris? Paul, comment tu trouves le centre-ville? Bien. Et puis vous avez privilégié les entrées de ville, par exemple, quand on arrive de la Ginestière. Oui, il y a la Ginestière, la Réunion, un petit peu partout. Ouais. Mais bon, on a continué, on essaye de développer vraiment tous les quartiers. Hein.
Merci Alain. Qui est contre? C'est pas la délib. Hein. Bon, donc bonsoir à tout le monde. La délibération donc, concerne le recensement. Donc le recensement s'opère partiellement chaque année auprès d'un échantillon d'adresses communiqué par l'INSEE. Il permet aux collectivités de disposer d'une connaissance de la population légale actualisée et d'une photographie statistique du territoire, reflétant le plus fidèlement possible la réalité. Pour l'année à venir, l'enquête de recensement se déroulera du 18 janvier au 24 février 2018. Le montant de la dotation forfaitaire pour ce recensement est fixé à 2 489 €. Monsieur le maire doit nommer par arrêté municipal les agents recenseurs parmi le personnel de la collectivité, notamment le personnel du service gestionnaire de l'administration générale et à défaut le personnel de la collectivité. Le montant total de l'indemnité versée aux agents recenseurs nommés sera de 2 729 €. Ce montant total sera réparti entre le coordinateur et les agents en fonction du nombre de feuilles de logement, de bulletins individuels et de bordereaux d'iris réalisés. L'indemnité individuelle versée tient compte également de la tournée reconnaissance préalable au recensement ainsi que le déplacement des agents. Le conseil municipal doit donc autoriser monsieur le maire à inscrire les dépenses au budget communal, nommer par arrêté les agents recenseurs pour l'année 2018. Je signale qu'en définitive, ça ne coûtera que 240 € à la commune. Bien, on continue à faire des économies. Voilà. Merci. Bon, ça c'est classique. Qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Je vais laisser la parole, alors je ne sais pas comment vous allez la prendre, hein, donc c'est Philippe Josselin, Valérie Chevalier et Maurice Antony. Peut-être que vous interviendrez chacun de votre côté en fonction de... donc il y a bien sûr l'adjoint au sport, l'adjointe à la vie associative et à la cohésion sociale. Ça concerne une nouvelle association qui est le Ski Club de Carrosse, hein, je crois Philippe, et qui va se créer et qui nous demande aussi, j'ai envie de te laisser la parole, l'ouverture d'une station de ski à Carrosse, une piste de ski. Voilà, alors on est en train de voir des devis sur des canons à neige sur la colline. On vous en dira plus hein, si Carrosse deviendra station de ski. Hein, avec le réchauffement climatique. On n'en est pas là encore, mais on va déjà commencer par mettre en place et aider cette association, n'est-ce pas Philippe? Tout à fait, oui. Donc je vais avoir trois délibérations à vous proposer. Là, bonsoir à tous. Si mes collègues veulent intervenir sur ces délibérations, puisqu'ils sont cités dans les objets, il n'y a pas de problème, ils peuvent prendre la parole. La première donc concerne le Ski Club de Carrosse, qui est un nouveau club sur Carrosse, puisqu'il s'est créé assez récemment. Ils sont très dynamiques, ils ont mis en place tout un planning en fait d'activités qui va démarrer dès le mois de janvier. Ils ont prévu de faire une dizaine de sorties sur Oron, sur des samedis. Et pour encadrer leurs adhérents existants et les futurs adhérents, ils ont besoin de former de nouvelles personnes qui sont déjà adhérentes à l'association, au club. Et donc ils ont un budget de formation qui est assez important, qui se monte à plus de 4 000 €, justement pour former ces personnes et encadrer en toute sécurité les adhérents qui vont aller faire du ski avec eux. Et donc on a acté de leur fournir une subvention exceptionnelle de 1 000 € pour les aider justement sur ce volet formation d'éducateurs et d'encadrants. Donc je vous propose de voter une aide exceptionnelle de 1 000 € concernant ce nouveau club. On déroge un petit peu à la... Laisse parler Valérie par rapport à ça, voilà, comme ça je vous laisse la parole. Voilà. Valérie, voilà, on a dit on déroge. En principe, c'est vrai qu'on n'accorde pas. Je me laisse parler et là pourquoi ça a été fait, je laisserai terminer. Habituellement, sur toute la nouvelle association de la commune, on n'attribue jamais plus de 500 €. Mais dans notre projet aussi associatif et général, on a quand même incité au niveau des clubs et insisté auprès de toutes les associations sur la formation des gens qui enseignent et qui encadrent. Donc là, on ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'on a demandé nous. Et comme on prime beaucoup la formation, voilà, on a accepté cette subvention exceptionnelle de 1 000 €.
Il a fallu batailler, hein, mais merci Valérie de l'avoir accepté. Il te restait une petite réserve, je crois. Oui. Et pourquoi Marie Santoni? Pourquoi tu fais partie de l'objet, Marie? Alors que tu es ni dans le sport, ni dans la vie associative. Dans la cohésion sociale, en fait, c'est parce que c'est un projet qui initialement émane de la Fabrique d'initiatives citoyennes. Donc un projet d'habitants qui a obtenu au départ 2 000 €. Et ensuite, donc, cette subvention supplémentaire, c'est très, très intéressant pour eux parce que ça leur fait 3 000 €. Il leur manquera quand même 1 000 €, puisque effectivement la formation dépasse 4 000 €. Voilà. Avec, nous on ne peut pas mettre plus malheureusement. C'est déjà beaucoup de payer une subvention exceptionnelle de 1 000 €. Voilà. Merci mes chers collègues donc, de l'avoir présenté à 3, comme ça vous avez toutes les explications. Vous êtes qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Monsieur Josselin, toujours à vous. La délibération suivante concerne aussi un nouveau club carrossois, c'est le Carrosse Team Cycliste, qui a pour but le cyclisme sur route et qui est donc à des adhérents qui font des compétitions par rapport à des compétitions de la Fédération Française de Ski, de la FSGT et de UFOLEP. De cyclisme, excuse-moi. De cyclisme, oui. Et donc, un de leurs points phares qui a été effectué sur la commune de Carrosse, c'est la réinstauration du Grand Prix de Carrosse, qui n'existait plus depuis un certain temps. Et donc ce Grand Prix s'est déroulé le 8 juillet dernier sur la zone industrielle. C'était une très bonne initiative de leur part et une très bonne organisation. Ils étaient chapeautés, ils étaient aidés en cela par la FSGT. Et donc ils ont eu quelques frais, en particulier des frais concernant les personnes qui suivent au niveau de la sécurité, du secourisme et aussi des suiveurs motards. Ils ont eu donc des dépenses pour un montant de 768,94 € et je vous propose donc de voter une aide exceptionnelle de 450 € concernant cette association et cette organisation en particulier. Valérie, tu veux compléter? Pourquoi 450 €? Tu l'as dit tout à l'heure, je crois, non? Oui, non, c'est les sommes qu'on donne généralement aux associations et puis on peut aussi soutenir les associations qui se constituent. Sur le micro, Je veux dire, on peut aussi aider les associations qui se constituent en cours d'année parce qu'effectivement, au moment de leur constitution, ils ne pouvaient pas déposer un dossier. Donc là, on accepte de les soutenir et après, ils rentreront donc dans le même cadre que toutes les autres associations. C'est-à-dire 450 € la première année. Oui. Et après, ça sera en fonction... Après, c'est en fonction du dossier qu'ils présentent. Du projet, surtout. Très bien. S'il y a une demande exceptionnelle. Bien, pas d'intervention. Qui est contre, qui s'abstient. Merci. Toujours à vous, monsieur Josselin. La dernière délibération que je vous propose donc, concerne un avenant relatif au renouvellement des conventions pluriannuelles de certains clubs sportifs de la ville, en particulier le Carrosse Handball Club, l'Olympique Carrosse Basket Club, le Carrosse Natation et le Carrosse Judo. Pas comme c'est indiqué dans l'objet de la délibération, c'est marqué Judo Club de Carrosse. Le vrai terme de cette association, c'est Carrosse Judo. Donc ça concerne juste des renouvellements de conventions qui existent déjà. C'est des conventions pluriannuelles, donc sur 3 ans. Donc sur une période de 2017 à 2020. Donc je vous propose de voter ce renouvellement de convention. Vous avez les détails dans les documents annexes. Madame Chevalier, vous souhaitez intervenir? Non, parce que ça c'est courant. C'est les conventions qui vivent la commune en matière de couverture au niveau des salles et des encadrements éventuels qu'il peut y avoir autour de l'action de l'association. Et au niveau des versements de subventions aussi. Oui, et au niveau du maintien, parce que ce sont des grosses associations avec des salariés, donc il y a un maintien sur la subvention. Il y a un engagement de la commune, c'est ça? Très bien. Pas d'intervention et on en profite pour remercier bien sûr l'activité de ces clubs qui font rayonner, en dehors de leurs activités, qui font rayonner la ville de Carrosse.
Est-ce que tu peux rappeler la date de la fête des sports? Tout à fait. Je voulais juste terminer mon intervention pour vous rappeler que vendredi soir, celui-là, vendredi 1er décembre, à partir de 18h30 à la salle Écovie, vous avez le trophée du sport carrossois, les trophées du sport carrossois, où là vous retrouverez toutes les associations qu'on a évoquées en particulier ce soir, qui auront des champions, des bénévoles, des arbitres et autres personnes à mettre à l'honneur, qui recevront des petites récompenses. Vous aurez aussi des petites animations de plusieurs associations. Vous aurez une ambiance avec un DJ et vous aurez un buffet en fin de cérémonie. Voilà, donc à partir de 18h30 à la salle Écovie, vendredi 1er. Merci. Il y aura des surprises ou pas? Toujours des surprises avec le sport, super. Mais comme c'est une surprise, on n'en dit pas plus, c'est ça? C'est ça. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Alors, qu'est-ce qui reste? Monsieur Revélo. Ah, vous faites rentrer de l'argent aussi. Non? Ah, bah alors, pourquoi me dit Stéphane? Patricia, arrête de jouer, tu me dis Stéphane. Madame Borne. C'est les drapeaux. Et où ils sont les drapeaux alors? 6. Bah, il n'est pas arrivé encore. D'abord Stéphane. Et ensuite les drapeaux. Allez, Stéphane, 6-1. Pourquoi vous dites non? Convention du mécénat culturel Fondimo. Allez. Oh, il y a un décalage au niveau des... Allez, moi j'ai le point 6.1, la convention mécénat. Vas-y Stéphane. De toute façon, on parle de bonnes nouvelles, donc dans ce cas-là, on sera d'accord là-dessus. Voilà, la SARL Fondimo a manifesté le souhait d'être mécène à la 2e édition du Festival de chant et musique sacrée. Donc ils participeront. Le festival d'ailleurs qui se passera le 15, 16 et 17 décembre. Et il apporte une aide financière de 1 000 € à ce festival. Vous avez reçu les livrets ou pas? Dans les boîtes aux lettres, non? Non, vous les avez reçus ou pas? Non. Sinon, on va aller chercher. On propose au conseil municipal de voter, d'accepter ces 1 000 € gentiment offerts par cette. Non, ça s'est passé comment? C'est quelqu'un qui... On réfléchit. C'est un... En fait, c'est un promoteur. Et c'est le promoteur qui réalise le projet, on va dire, architectural de Mistière, qui est ce très très beau projet, et qui a assisté au festival de chant et musique sacrée le Diamant. Voilà. Bon, voilà, ça lui a plu, il a trouvé ça génial et il a voulu participer à sa manière et bien entendu on le remercie. L'occasion de dire que c'est un très très belle réussite ce festival. Stéphane, bravo, et Françoise aussi, puisque vous êtes arrivés tous les deux. L'an dernier, nous avions eu la chance, on va dire, d'avoir des virtuoses et des salles pleines. Et cette année, le programme est aussi bon, on va dire, à un niveau aussi relevé que celui de l'an dernier. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Sinon, je donne la parole aussi à Françoise. Je crois qu'il sera totalement différent. Vas-y, Françoise, vas-y. Non mais voilà, moi je suis très fier d'avoir mis en place avec toi et avec Stéphane donc ce festival de chant et de musique sacrée. Ben, nous on est encore doublement fiers parce que ça va être une belle cuvée et puis ça sera totalement différent et c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de musique classique mais du beau classique, vraiment de la musique sacrée parce que c'est vraiment des auteurs-compositeurs qui faisaient la musique sacrée à l'époque médiévale, parce que ça remonte à l'époque médiévale. Donc voilà, on est doublement fiers par rapport à ça, parce qu'il y a vraiment une belle programmation, et également au Carmel, parce qu'ils nous ont donné l'autorisation de pouvoir utiliser le Carmel. Donc on les a remerciés encore ce matin de pouvoir bénéficier justement de la chapelle Saint-Joseph au Carmel. C'est un beau festival qui permet de vraiment valoriser notre territoire
Notre territoire, notre patrimoine, et qui est dans l'esprit de ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire à la fois de la qualité et ouvert à la fois aux initiés, hein, bien sûr, mais surtout au grand public. Et c'était la grande surprise l'an dernier de voir beaucoup de carrosses assister à ces concerts. Et personne n'y croyait, en pensant que ça allait être réservé à on va dire à une élite, et c'est pas du tout le cas. Voilà. Il faut rajouter aussi que en fonction du budget qui nous était accordé, donc c'était très peu, pas beaucoup, monsieur le maire, donc on a fait avec, parce que l'avantage que l'on a eu à travers cette programmation, c'est que les artistes ont joué le jeu, et le fait qu'on fasse, même s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord sur la gratuité des spectacles, mais celui-ci est gratuit, et les artistes et ainsi que la programmation ont accepté de baisser leurs tarifs étant donné qu'on faisait la gratuité par rapport à nos citoyens. Voilà, donc ils ont joué le jeu également. Donc c'est grâce à ça qu'on s'en sort très bien sur la programmation. Et des fonds privés, il y a 2 financeurs privés, c'est Enedis et Fondivo. Voilà. Voilà, merci beaucoup, merci à vous deux, et je vous invite à réserver vos places très vite parce que je crois que ça va vite être complet. C'est les réservations entre eux. Les réservations? Oui, ça marche très bien. Ouais. Mais de partout, hein. Il n'y a pas spécialement les carrossois, ça a pris un petit peu dans il faudrait que les carrossois se dépêchent pour réserver. Hein. Donc ce sont eux qui sont prioritaires. Des questions? Monsieur Doris? Non, pas de questions, juste une observation pour vous féliciter. Véritablement, on est enchanté de cette qualité, on n'a que des bons retours et ça va véritablement dans le bon sens au niveau culturel, donc on tient à le souligner. Merci beaucoup, nous en sommes aussi très fiers. Il faut procéder au vote hein, pour accepter ou non ces 1 000 €. Donc qui est d'accord? Qui est pour? C'est idiot, pourquoi je dis qui est pour? Levez la main, qui est pour? Tout le monde est pour. Contre? Abstention, personne. Merci. Madame Borne, c'est à vous. Donc l'objet de cette délibération concernant une aide pour l'achat d'un drapeau. L'association des anciens combattants ACPG, donc l'association des combattants et prisonniers de guerre de Carrosse, a pour vocation l'entraide des prisonniers de guerre, de leurs familles, et maintiennent aussi la solidarité et la mémoire des anciens combattants. Je remercie d'ailleurs le vice-président avec sa femme qui sont ici présents pour assister à cette délibération. Cette association participe de façon dynamique à toutes les cérémonies patriotiques, et elle a eu l'idée d'acheter un nouveau drapeau, le drapeau de la guerre d'Indochine, de telle façon à ce qu'on puisse commémorer et honorer les soldats morts pendant cette guerre. Donc, étant donné l'intérêt de ces actions, la ville entend soutenir l'action de cette association par le versement d'une subvention de 600 €, c'est-à-dire à peu près les 50% de la somme du drapeau. Donc, je vous propose donc de vous prononcer pour autoriser Monsieur le maire à verser une subvention de 600 €. Valérie, vous avez quelque chose à rajouter? Madame Chevalier? Donc c'est une subvention exceptionnelle hein, qui concerne uniquement l'achat. J'en profite et je crois que je vais laisser la parole aussi à Madame Borne pour vous annoncer malheureusement une mauvaise nouvelle. C'est le décès de Madame Brich, qui était présidente d'ailleurs, je crois, hein, de cette association pendant plusieurs années. Et voilà, bien que nous ayons une pensée pour Madame Brich, tu veux dire quelques mots et rappeler les dates des obsèques peut-être? Oui, Madame Brich, c'était un vendredi dernier, donc elle était assez âgée, mais c'est vrai que c'est une personne qui a énormément fait pour l'association. Elle a d'ailleurs su motiver les troupes, puisque si Jacques Lesca est ici et M. Jean Cavallo qui les a remplacés, Robert Cavallo qui les a remplacés, ont donné justement un suivi important sur cette association. Il faut dire que Madame Brich était une personne qui avait du cœur, qui faisait toutes ses assemblées générales, tous ses discours. Elle parlait avec son cœur. C'était une femme
humaine, une femme qui avait du social et qui aidait vraiment, vraiment les gens. Et surtout, elle ne se prenait pas pour quelqu'un de très sérieux, c'était quelqu'un de très simple. Et cette humilité, il faudrait que ça donne exemple à beaucoup de personnes. Donc effectivement, vendredi 1er décembre, à partir de 10h, les gens qui voudront la voir pour la dernière fois seront accueillis à la tannée à Saint-Augustin. Pour ceux qui ne pourront pas, à 11h30 à la nécropole de Nice, il y aura justement la cérémonie où elle sera incinérée. Voilà, donc j'invite toutes les personnes qui voudront faire avec nous le dernier voyage de Madame Riche et surtout lui rendre hommage parce que c'était une petite dame avec un grand cœur. Merci. Voilà, je vous invite, merci pour ces mots. Encore une fois, toutes nos condoléances à la famille et je vous invite, si vous êtes disponible, moi j'ai annulé plusieurs rendez-vous parce que je pense que voilà, c'est important que nous y soyons et que nous puissions lui rendre l'hommage qu'elle mérite. On a voté ou pas? Non. Qui est contre cette subvention de 600 € pour l'achat du drapeau? Qui s'abstient? Merci. Le dernier point concerne les décisions du maire. Je vais vous les rappeler rapidement si vous souhaitez intervenir. Le fait que la première concerne une modification de l'acte constitutif de la régie de recettes pour l'encaissement des crédits relatifs aux droits de place de la ville de Carros. La demande d'attribution de subventions au conseil départemental relative aux études de l'Office national de forêt suite aux incendies du 24 juillet. La même demande mais au conseil régional. L'offre de rachat du matériel par la forge. C'est pas vraiment nous qui avons demandé, hein, contrairement à ce qui figure, c'est plutôt la forge qui nous a dit, ben voilà, nous utilisons, c'est le petit matériel, hein, les fourchettes, etc. Enfin, plus le matériel, c'est des propriétés de la mairie. Hein. C'est vrai qu'à un moment donné, ça n'a plus de sens. Hein, donc il vaut mieux que ce soit la forge qui soit propriétaire. Et je crois que c'est 4 000 € si mes souvenirs sont bons, donc qui rachète ce matériel. L'offre de rachat aussi de 2 véhicules réformés. Le prêt au crédit agricole, vous avez pu voir, donc ça concerne l'emprunt qui avait été voté lors du dernier budget et des prêts qui ont été consentis à des taux très très compétitifs. Hein. Merci beaucoup à nos directeurs qui ont pu négocier ces taux. La demande d'attribution de subventions au conseil départemental concernant le projet école et la demande d'attribution de subventions concernant la sécurisation des manifestations de carrosses. Donc c'est une subvention qui est accordée par le conseil départemental lorsque nous faisons appel à des agents de sécurité lors d'événements comme la fête des fraises ou d'autres. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Ce sont des informations, pas de questions. Je vous remercie de votre attention. Nous avons terminé. Merci différents consensus qui a pu, la plupart des votes se sont faits à l'unanimité. Je tenais à vous remercier. Je pense que nous aurons très certainement l'occasion de nous revoir avant les fêtes de fin d'année. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous d'excellentes fêtes et à très bientôt. Merci.